Go, you lovely bastards. Even though I don't love you. Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow. But you want me anyway. Cock-a-doodle-doo. Go to the OG. You can't make a tomlet without breaking some Greggs. No offense. Hey. Fuck off. What am I gonna do with a soul anyways? I am the eldest son. Sandy's the angriest fucking vegetable. Call me. My number one boy. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de PIC TV, le podcast où l'on joue aux chaises électriques musicales et où l'on se demande si la France va survivre en débriefant la saison 4 de Succession. Je suis Anaïs Bordage et en duplex depuis sa retraite en Norvège se trouve Marie Telling, ma partenaire préférée de téléphérique. J'en doute fortement. Salut Anaïs. Non, parce qu'il faut dire que dès que j'ai vu qu'il y avait une scène avec un téléphérique dans cet épisode, j'ai pensé à toi, puisqu'on a fait plusieurs trips de téléphérique ensemble l'été dernier, et c'était une grande phobie pour toi. Et ça m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs, j'étais là, mais pourquoi personne n'a peur dans cet épisode ? Et à un moment, il y a Roman qui est accroupi dans le téléphérique, et je me suis dit, ah, il a peur aussi, mais c'était pas du tout pour ça. Voilà. Donc, je me suis sentie un peu seule. Nous voilà donc arrivés au 5e épisode, et décidément, cette saison n'arrête pas de nous surprendre. Ça faisait longtemps que Succession ne nous avait pas fait faire un petit trip à l'étranger. Marie, est-ce que tu peux résumer cet épisode 5 en 30 secondes ? Dans cet épisode, la série nous entraîne en Norvège, 2 jours seulement après la mort de Logan, pour une retraite aussi angoissante qu'un film de Harry Astor. Là-bas, Ken est en plein déni et décide de couler le deal avec Matsson. Roman est en plein deuil et décide de suivre son frère dans son délire. Et Shiv, elle, est très en forme et se livre à des sessions de drague avec Matsson et Tom. C'est très très fun. J'ai très hâte qu'on débriefe cet épisode. T'en as pensé quoi ? J'ai beaucoup aimé. J'ai un peu moins ri que l'épisode précédent. Je pense que j'ai quand même eu 2 ou 3 gros moments de rire dans cet épisode. Mais déjà, j'aime beaucoup quand Succession nous emmène dans une destination différente. J'adore me voyager avec les riches. C'est toujours très très fun. Et là, on a un nouveau cadre absolument génial dans une forêt de Norvège qui est un poil déprimante quand même. Et franchement, j'ai adoré la dynamique entre les personnages et surtout, j'ai adoré le comeback de Shiv, quoi. Ouais, c'était génial. Pour resituer, en gros, ce qui se passe dans cet épisode, c'est qu'ils sont censés faire un voyage en Norvège pour enfin finaliser le deal avec Matsson. Sauf qu'à la dernière minute, Matsson invite non seulement les enfants, mais aussi toute l'équipe de Waystar Royco. Et donc, il y a beaucoup de monde qui se retrouve dans ce trip qu'ils n'avaient pas prévu à la base, y compris Tom et Greg. Et ce qui est très marrant, enfin que moi j'ai adoré, c'est que quand ils arrivent, en fait, ils rencontrent tous leur homologue suédois. Et ça m'a fait penser à l'épisode de Parks and Rec où ils rencontrent tous leur version un peu bizarro de la ville d'à côté. Donc genre c'est la personne qui a le même poste mais qui est totalement l'opposé en termes de personnalité. Et là c'est vraiment ça. Il y a Carolina qui rencontre la chef de la communication de Matsson et qui lui dit « Tu as très bonne mine » alors que la meuf, on dirait qu'elle vient de son jogging. Et ils n'arrêtent pas de se toiser tous et de se comparer. Et j'ai adoré cette scène en fait. Ouais, moi aussi. Abba d'ailleurs, elle s'appelle, ou Eba. Eba, ouais. C'est quoi ta scène préférée ? Il y en a 2 pour moi qui m'ont beaucoup fait rire. Déjà, la scène où Shiv marche sur les chaussures de Tom. Bah oui, c'est génial. C'est celle-là ta préférée ? Ouais, bah en fait, c'est un des moments les plus drôles de l'épisode et les plus légers aussi. C'est-à-dire que tout le reste, c'est vrai qu'on est dans un ton un petit peu différent. C'est marrant parce qu'on a quand même eu un décès et une veillée funéraire, mais c'est un des épisodes les plus calmes et les plus sérieux depuis le début de la saison. Mais oui, et donc cette scène, c'est un peu la seule qui est très très marrante et très fun au premier abord. Elle lui dit que tout le monde est en pleine descente de Molly et que ses chaussures sont blanches et qu'elles sont trop brillantes et qu'il va se faire agresser. Qu'elles vont éblouir. Voilà, c'est ça, parce qu'elles vont éblouir tous les gens qui sont en descente. Et donc après, elle commence à lui écrabouiller les chaussures pour les salir. Et ensuite, il lui fait une pichenette dans l'oreille. C'est très drôle. Il lui fait donc une pichenette dans l'oreille pour se venger, parce qu'elle lui dit aussi que c'est pour ça que personne le prend au sérieux, c'est parce qu'il a des chaussures trop blanches, ce qui est vrai quand même. Il lui fait ça dans l'oreille, il lui dit « Your earlobes are thick and chewy like barnacle meat », et donc ça veut dire « Tes lobes d'oreille sont épais et caoutchouteux comme de la viande de cirripède ». Je ne savais pas ce que c'était, mais c'est des crustacés. C'est très très bon, et ils sont tous les deux, ils ont un âge mental d'à peu près 10 ans dans cette scène. On retrouve en fait la dynamique de Tom et Shiv qu'il y avait dans les premières saisons, où là, c'est plus violent et plus agressif et plus évident, c'est-à-dire qu'avant, c'était toujours passif-agressif, alors que là, c'est juste agressif, alors qu'ils s'ignorent un peu ou qu'ils ont une relation un petit peu engoncée depuis quelques épisodes. Là, ils sont beaucoup plus en face-à-face et de façon beaucoup plus directe, et c'est assez jouissif.
Et surtout, c'est beaucoup plus égalitaire. On n'a pas juste Shiv qui est en train d'humilier Tom, qui a été un peu la dynamique qu'on avait depuis le début de la série. Là, ils sont tous les deux en train de s'en prendre l'un à l'autre et on sent qu'il y a un rapport de pouvoir qui est limite plus sain que tout ce qu'on a vu depuis le début. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est plus sexy, quoi. C'est parce qu'il n'est pas juste en train de se faire humilier et marcher dessus. Et l'autre scène que j'ai adorée, c'est une autre scène avec Shiv. C'est la scène où Matsson lui confie qu'il envoie des demi-litres de sang à sa chef de la com avec qui il a eu une liaison. Il lui demande des conseils de com de gestion de crise. C'était absolument excellent. Et Skarsgård est vraiment très très bon dans cette scène. Il est très bon d'ailleurs dans tout cet épisode. Il a un très bon timing comique, ce qui m'a un peu surprise parce qu'on le voit rarement dans des rôles comiques quand même. Et c'est marrant parce que je l'ai vu le week-end dernier dans The Northman où il joue un viking hyper intense et je l'ai pas trouvé très très bon là-dedans. Alors que là, dans Succession, je le trouve vraiment excellent, quoi. Il y a un rapprochement entre Matsson et Shiv dans cet épisode. On ne sait pas encore jusqu'à quel degré de rapprochement ils sont allés ou vont aller. Mais du coup, j'avais envie de te demander qui est-ce que tu shippes le plus entre Matsson et Shiv ou Shiv et Tom ou Matsson et Roman. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ship, qui est-ce que tu aimerais voir finir ensemble ? Alors, finir ensemble, aucun d'entre eux. Mais coucher ensemble, Matsson et Shiv, très clairement. Tom et Shiv, on les a déjà vus, et c'est bon, je crois qu'on a exploré ça, même s'ils se remettent ensemble, ça pourrait être marrant, et peut-être qu'ils vont trouver une entente saine et équilibrée, mais en attendant, pour l'instant, vraiment, la dynamique entre Matsson et Shiv, ça fait des étincelles. Et en plus, tu le vois venir dès le début de l'épisode, parce qu'elle est en très grande forme, ça joue un peu sur ses forces à elle. La dynamique entre les deux est très bonne, même dès leur rencontre, où il lui dit « Est-ce que je peux te faire un câlin ? Enfin, est-ce que je peux te faire une embrassade pour te dire bonjour ? Ou est-ce que j'aurai un procès ?» Et elle le regarde et elle lui dit « on va voir. » Et donc, il y a vraiment un jeu qui s'instaure dès le début et où on sent qu'il la reconnaît comme une interlocutrice digne de son temps, en fait. Et j'aime beaucoup ça, quoi. Je sais pas si ça va conclure, mais en tout cas, j'ai envie de voir comment ça va se développer. Et toi ? Je ship Tom et Shiv. Je veux qu'ils y arrivent tous les deux. T'es une romantique en vrai. Mais oui, grave, je suis grave une romantique. Non, mais je pense que il y a eu beaucoup de douleur et beaucoup de peine des deux côtés. Mais là, j'avoue que je trouve ça très jouissif, en fait, de voir Shiv revenir à un pied d'égalité avec Tom et avoir envie de lui, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps dans la série. Et là, comme je revois les vieux épisodes, c'est vrai que dans la saison 1, c'est assez plaisant parce qu'ils ont quand même une dynamique assez complice tous les deux qui va déraper ensuite. Et donc là, la voir, c'est elle qui demande à Tom à la fin s'il veut aller dîner avec elle au retour à New York. J'aime bien parce que c'est une dynamique nouvelle dans leur couple ou leur absence de couple. Et j'ai très hâte de voir où ça va aller, mais on sent aussi qu'il y a une vraie profondeur dans les sentiments de Shiv. Même quand elle en parle à Matsson, elle dit que Tom lui a brisé le cœur. Et ça, je trouve que c'est assez chouette parce que c'est assez nouveau pour son personnage. Je sais que tu m'as dit que tu voulais parler d'une théorie du complot que tu avais sur Matsson dans cet épisode. Je trouve ça étrange que Matsson confie un truc pareil à Shiv Roy, quoi. À quelqu'un qui est dans l'équipe opposée avec qui il est en train d'essayer de négocier. On voit d'ailleurs qu'elle l'utilise pas contre lui, puisque le lendemain, quand on lui demande si elle a eu des billes sur Matsson, elle dit que non. Il prend quand même un énorme risque en se confiant à elle, et je me dis que Matsson est quand même, il dit lui-même qu'il a du mal à marquer les limites. Mais je me dis que c'est quand même étrange de la part d'un mec aussi calculateur et aussi bon en business de se confier à ce point et surtout de donner des munitions aussi puissantes à l'équipe adverse, quoi. Alors en même temps, tu peux te dire qu'il est en train d'essayer de justement voir si Shiv peut être de son côté à lui et voir comment travailler avec elle. Mais disons que je me pose la question, je me dis est-ce que son histoire du sang qu'il envoie à Eba est vraie ou est-ce qu'il est en train de manipuler Shiv ? J'ai une interrogation que j'ai eue à la fin de l'épisode, qui est sans doute un peu théorie du complot, mais qui n'est pas trop liée à ça. Moi, ce que je me demande, c'est plus dans quelle mesure Shiv, Kendall et Roman n'ont pas communiqué du tout, hors champ, dans les dernières scènes qu'on a vues. Parce qu'en gros, Shiv, effectivement, on la voit pas raconter ce que Matsson lui a dit dans cette scène où elle pourrait le faire. Mais je me demande s'ils n'ont pas quand même eu une conversation sur le fait que Kendall voulait tuer le deal, qu'on n'aurait pas vu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il nous manque des informations, en fait, sur la conclusion de l'épisode, où on voit que ça se finit sur un rebondissement. T'en penses quoi, toi ? Il manque des informations, mais j'avais pas de théorie du complot par rapport à ça. Je pense que, comme tu l'as dit là, dans le dernier épisode d'ailleurs,
ils ont tendance à laisser Shiv hors de leur conversation, même de façon parfois inconsciente. On voit aussi que Ken le fait de façon un peu consciente aussi, parce que dès le début, quand Roman dit il faut prévenir Shiv, Ken a un petit temps d'arrêt où il regarde un peu genre ah ouais, et donc on sent que Ken il a toujours une petite réticence à impliquer Shiv dans les conversations, donc moi ça m'étonnerait pas qu'il est complètement exclu du truc. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, de toute façon c'est un peu toujours le truc avec Succession où tu te dis est-ce que j'ai tout bien compris, parce que comme je comprends pas du tout tous les trucs de business, je me dis j'ai dû louper un truc, mais de ce que j'ai compris, Madsson leur a un peu fait une offre qu'ils pouvaient pas refuser à la fin, alors que leur plan à eux c'était de faire couler le deal en le poussant à abandonner quoi, et en essayant de le convaincre que ça ne valait plus le coup. Sauf que lui il a totalement vu dans leur jeu et que du coup il leur offre un truc encore plus élevé, donc par rapport au comité de direction ça va être complètement impossible, ou en tout cas très difficile pour eux de les convaincre de laisser tomber ce deal. Donc on a l'impression que eux sont un peu pris à leur propre jeu, et Shiv, on comprend pas trop quel est son rôle à jouer là-dedans. On sait juste que Madsson lui demande d'envoyer une photo de ses frères à ce moment-là, donc lui il a conscience d'avoir gagné, et elle fait partie de ce truc avec lui où elle rentre quand même dans son jeu à lui en le satisfaisant, en lui envoyant une photo de ses frères mécontents quoi. Donc moi j'ai pas l'impression qu'elle soit du côté de ses frères, et j'ai pas l'impression qu'on ait omis une scène entre les trois, tu vois. J'ai plutôt l'impression que c'est encore une nouvelle trahison, pas une trahison énorme, mais un petit truc quoi. Je pense que la lecture la plus simple et la plus évidente, c'est sans doute ça, c'est qu'elle est plus du côté de Madsson. Mais en fait, ce que j'aime bien, on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est qu'il y a une alliance qui, pour l'instant, je trouve, continue de perdurer dans le trio des enfants, alors même que chacun a un agenda différent et qu'ils ne se disent pas tout, et que chacun opère un petit peu pour assurer ses propres arrières. Ils restent quand même assez groupés, ils communiquent ensemble tous les trois, et donc je trouve que c'est un changement assez bienvenu dans la série de pas les voir tout le temps se méfier les uns des autres, et en fait les petites trahisons s'effectuent à un autre niveau, et ça je trouve que c'est pas mal, enfin c'est plus fin en fait que juste je cache tout à mes frères et sœurs, ou tu vois, j'affiche pas mon jeu clairement quoi. Si la série, si les scénaristes ne nous cachent pas quelque chose volontairement, avec toutes les infos qu'on a là, on peut quand même se dire que Shiv joue un double jeu et dans un rapport de séduction avec Madsson, parce que en plus elle est assez alignée au niveau stratégique avec lui, parce qu'elle est d'accord. ATN, son premier réflexe, c'est oui, débarrassons-nous de cette merde, quoi. C'est toxique au possible. Elle est séduite par Madsson, très clairement, à plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a quand même un petit jeu de trahison avec ses frères, quoi. Et surtout, il y a une dernière question très très importante quand même dans cet épisode, c'est est-ce que la France va s'en sortir ? C'est vrai. Je ne pense pas. Selon Madsson, non. Selon Madsson, nous allons bientôt vivre le même destin que la Grèce. Selon BFM TV, non plus. Voilà. Fuck off. 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 C'est parti pour notre grand classement des personnages de Succession. Qui a un stock en hausse, qui a un stock en baisse, qui est au sommet, qui est coincé dans un sauna trop chaud en train de frôler la crise cardiaque. La semaine dernière, on a élu Kendall le plus grand winner après son revirement soudain à la tête de l'entreprise. Et Tom, Kerry et Shiv se trouvaient parmi les losers. Mon petit doigt me dit que tout ça va encore changer. On commence avec les losers. Marie, c'est qui ton avant-dernier loser cette semaine ? C'est Hugo. Hugo, pourquoi je l'ai mis en avant-dernier ? Parce qu'il est coincé dans un Hugo... sauna au bord de la crise cardiaque. Oui, il est coincé dans un sauna au bord de la crise cardiaque, comme un canard laqué en vitrine d'un resto chinois, comme dirait Karl. Et Hugo aussi tient à peine debout, donc ne peut vraiment pas rivaliser avec son alter ego suédois qui, lui, est arrivé presque 3e aux Jeux Olympiques de Sochi, ce qui est presque incroyable, ce qui est presque génial. Hugo, surtout, est viré à la fin de l'épisode, quoi. Enfin, il apprend qu'il serait viré s'il y avait un deal. Voilà, de manière provisoire et potentielle, mais oui, il va pas faire long feu. Il n'a pas une très bonne semaine. Non, c'est clair. C'est qui ton avant-dernier, toi ? C'est le producteur de Calice Patron Hibernation, qui est le grand blockbuster sur lequel travaille l'entreprise de Ken et Roman, qui s'est mis en arrêt pour, comme raison, effondrement mental / surcharge de travail. Et donc, il y a un truc très clair dans cet épisode, dans les allusions à Marvel, en fait, et sur l'espèce de production de blockbuster avec beaucoup de CGI qui demande des dizaines de millions de dollars pour retourner certaines scènes, des délais qui sont de plus en plus longs et une production où tout le monde est complètement épuisé. Et surtout, ils disent que ça dure 3 heures et que pendant les 2 premières heures, c'est juste un robot qui dort dans une grotte, puisque ça s'appelle donc Hibernation. Donc juste, ce film a l'air horrible et je plains ce pauvre producteur qui s'est mis en arrêt pour effondrement mental.
C'est pas le film qu'ils sont en train de regarder tous dans la salle, parce que... Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est une des techniques de Kendall pour faire couler le deal, c'est de leur montrer le film, puisqu'ils savent qu'à ce stade-là, le film est pourri, en disant ensuite, ouais, non, mais on mise très gros là-dessus, on a besoin que ce film-là fonctionne pour que l'entreprise soit rentable, mais en organisant une projection le matin, et on voit la tête de tous les gens qui sont en train de le regarder, on voit que c'est une catastrophe, et que du coup, ils espèrent dissuader Madsson d'acheter l'entreprise, parce qu'il se dit, j'ai un énorme navet que je vais devoir sortir dans pas longtemps, quoi. En dernier, tu as qui? Je me demande si on a le même, mais pour moi, c'est clairement Roman. Et donc, je trouve que de ce côté-là, ça change pas tellement, en fait. Depuis le début de la saison, il y a toujours au moins un des enfants qui est très, très bas. Et c'est normal puisqu'ils vivent une période assez désagréable et tragique dans cette saison. Et là, en fait, Roman, on sent qu'il est complètement détruit par le deuil de son père et qu'il ne digère pas du tout le fait que Madsson les ait fait venir en Norvège pour négocier sur un deal 2 jours après la mort de leur père. Il est très, très énervé et il perd ses moyens et il perd le contrôle de son attitude plusieurs fois dans l'épisode. Juste avant d'aller négocier avec Madsson, il reçoit une photo du cadavre de son père qui a été envoyée par Connor, ce qui le chamboule encore plus. Et donc, on sent qu'il est vraiment complètement dépassé émotionnellement. Plusieurs fois dans les négociations, il s'énerve et il devient assez puéril et agressif avec Madsson. On sent qu'il est complètement dépassé par la situation. Et donc, ça m'a fait beaucoup de peine. Et à la fin, il commet quand même ce qui pourrait être considéré comme un délit en disant à Madsson que finalement, il va tout faire pour justement faire couler le deal. C'est une violation selon les règles des marchés financiers aux États-Unis. Il n'a pas le droit de lui dire ce qu'il lui a dit. Toi aussi, c'était ton number one des losers? Alors moi, j'en avais 2. C'était Kendall et Roman. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, Kendall est un énorme loser aussi cette semaine. En fait, Kendall, c'est vraiment le truc où, encore la semaine dernière, il était au top du top. Et là, vraiment, c'est le bon vieux Kendall d'avant. Il est pas sérieux, quoi. Logan a raison, il est pas sérieux. Quand tu le vois face à Madsson, tu dis, oh là là, mais il fait pas du tout le poids. Quand il est en train de rabaisser les gens qui sont en dessous de lui, ça fonctionne. Mais quand tu le vois face à un vrai requin de la finance, mais c'est ce qu'on avait vu même dans la saison précédente, dès que les enfants étaient face à Madsson, ça ne fonctionnait pas, et dès que Logan arrive face à Madsson, d'un coup, c'est autre chose, quoi. Et là, t'as vraiment cette impression, quand ils sont tous les deux face à lui, on dirait des rigolos, en fait, qui ne savent pas, mais même, ils se foutent de leur gueule. Il leur dit, alors je vous apprends comment on fait pour négocier, là maintenant, vous devez me répondre. Il est totalement dans la domination. Ils sont incapables de mener des négociations avec lui, ils sont pas du tout crédibles. Le côté un peu dude de Kendall ressort vachement dans ces moments-là où c'est juste, ça fait pas sérieux, quoi. C'est marrant parce que moi, je le vois quand même beaucoup plus en maîtrise que Roman. Je suis d'accord avec toi, il fait pas le poids par rapport à Madsson, mais depuis le début de la série, c'est le seul qui est vraiment sérieux par rapport à l'entreprise de son père. Les 2 autres, ils veulent vendre, ils veulent avoir du fric et à la rigueur aussi du pouvoir. Mais lui, on sent qu'il est quand même vraiment passionné par ce business-là. Il avait des idées au début de la série qu'il voulait vraiment faire valoir. Ouais, mais quelles idées, quoi. C'est ça, en fait, mon problème avec Kendall aussi, c'est que je suis d'accord avec toi, il est passionné, il a ce côté où il a un réel intérêt pour l'entreprise de son père, mais en même temps, il est dans le déni par rapport à ses propres capacités. C'est-à-dire que même ne plus faire le deal parce qu'il pense que lui peut redresser la barre avec Roman, parce que depuis 24 heures, le marché s'est un peu redressé et a bien répondu à leur nomination, c'est ridicule, en fait. Il est dans un délire de grandeur et il n'est pas du tout objectif par rapport à ses propres aptitudes et par rapport à ce dont il est capable pour redresser cette entreprise. Il faut qu'il la vende. Je sais pas, moi je sais pas de quoi il est capable pour redresser cette entreprise, mais honnêtement, je pense que si ils arrêtaient un petit peu les deals en permanence et qu'ils se focalisaient vraiment sur mener l'entreprise, moi, je verrais totalement Kendall faire ça. Je pense qu'il n'est pas aussi dépassé que son frère et sa sœur, qui, pour le coup, ne sont pas du tout faits pour faire ça. Mais lui, en fait, on sent que quand même, il a passé toute sa vie à attendre ce poste. Il sait de quoi il parle, contrairement aux 2 autres. Il sait quand même négocier. Il se laisse un petit peu dépasser par Madsson, mais on sent qu'il peut les tenir tête, quoi. Donc moi, je le vois pas autant loser que Roman. Et j'ai hésité, moi, à mettre même Madsson dans les losers. Parce que je pense que, de mon point de vue, le truc du sang dont tu parlais, moi je le vois totalement en continuité avec ce qu'on a vu de Madsson pour l'instant, c'est-à-dire qu'il est quand même suggéré qu'il est sur le spectre des troubles autistiques, qu'il a un rapport humain qui n'est pas toujours évident,
et qu'il dit vraiment ce qui lui passe par la tête sans forcément réfléchir. Ça fait pas de lui un mauvais businessman, au contraire, on l'a vu. Mais moi, je pense qu'il est sincère quand il dit ça. Et je pense aussi qu'il est très pressé de faire ce deal parce qu'il sent que ce truc lui pend au cul, en fait. Qu'il a une employée qui trouvait ça pas marrant, puis ensuite c'est devenu marrant, puis maintenant c'est de nouveau pas marrant, et qui a l'air vraiment prête à dégainer en fait, et à s'attaquer à lui. Et il sait très bien qu'il a besoin du deal le plus rapidement possible, parce que sinon, il l'aura clairement pas dans 6 mois, à partir du moment où cette meuf aura sorti son livre ou l'aura attaqué en justice. Et donc il dit à Shiv plusieurs fois qu'il est pressé, il le dit à eux aussi, quand ils lui disent « Non mais t'avais vraiment besoin de nous faire venir maintenant, etc. » Et il leur dit « Non mais j'ai besoin que ça se produise très vite en fait ce deal. » Et donc moi je pense qu'il est dans une situation plus précaire que ce qu'il laisse croire et qu'il a vraiment besoin de ce deal, même encore plus que Roman et Kendall. Hey, get out of jail free card. Another one. On passe au top 2, les plus puissants, les 1% des 1%, ceux qui sont au top du game. En deuxième position, qui est-ce que tu choisis, Anaïs ? En deuxième position, je choisis Alexander Skarsgård. Tu l'as déjà évoqué au début de l'épisode, mais pour moi, en fait, c'est une performance exceptionnelle qui nous livre, alors qu'il est quand même entouré d'excellents acteurs. On l'avait déjà dit lors de la saison 3, mais qu'est-ce qu'il est bon, et surtout quand on a un petit peu suivi sa carrière de près, comme c'est notre cas. Il est vraiment impressionnant, il est très différent de tous les autres rôles qu'on a vu jouer. Il a un langage corporel qui est extrêmement évocateur, c'est-à-dire qu'à la fois, on dirait une montagne. Bon, Alexander Skarsgård est très très grand, mais il a aussi cette attitude... Il est filmé comme ça aussi. T'as vraiment l'impression d'être face à un mastodonte, quoi. Ouais, c'est ça. Et en même temps, il a ce côté un petit peu voûté, justement un petit peu mal à l'aise avec son corps. Il est à la fois extrêmement cruel et agressif dans les scènes de négociation avec Ken et Roman, où vraiment il les humilie. Ça le rend très très antipathique. Et par contre, dans la scène avec Shiv, il est très très drôle quand il dit c'était une blague et puis maintenant c'est plus trop une blague. Et juste après, il a une espèce de tendresse très enfantine quand il lui dit je t'aime bien, tu me rappelles un peu ton père. Enfin vraiment, ce qu'il arrive à faire dans cet épisode, c'est incroyable. Et en plus, oui, il est extrêmement beau. C'est un des meilleurs performeurs de la série de très très loin. Et pour moi, cet épisode, en termes de performance, je pense que c'est un des meilleurs de toute la série. Entre lui et Kieran Culkin, en fait, j'étais complètement bluffée. C'est qui, toi, ton numéro 2 ? Mon numéro 2, c'est c'est Carolina. Toujours dans le contrôle, qui envoie péter, comme tu l'as dit au début, Eba, mais en 2 secondes, en lui disant un truc qui a l'air très sympa, en lui disant « You're very refreshed », alors qu'elle a pas l'air very refreshed, et l'autre, elle le comprend tout de suite, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est de voir la perception des autres par rapport à Carolina, parce que tout le monde a conscience que c'est sûrement la personne la plus compétente. C'est-à-dire que Shiv, quand elle parle à Matsson et qu'elle lui parle de sa gestion de crise, elle lui dit tout de suite que Carolina pourrait l'aider. On sent que Carolina est une personne de confiance et où tout le monde a compris que c'était la compétence incarnée et qu'elle avait un très grand sang-froid. Et d'ailleurs, à la toute fin, quand ils font l'inventaire de tous ceux qui seraient virés si le deal se faisait, bien sûr, il y a Frank, bien sûr, il y a Carl, il y a tous les clowns, en fait. Bien sûr, il y a Hugo, il y en a 2 qu'on découvre un peu aujourd'hui, on les avait déjà vus dans d'autres épisodes, mais qui sont un peu secondaires. Et les seuls qui restent, c'est Jerry, Carolina et Tom, parce que, bon, Tom, je pense que Shiv a un peu magouillé pour qu'il reste, quoi. Donc pour moi, Carolina, toujours une gagnante, quoi. Je suis à peu près sûre qu'on a la même personne en numéro 1. Bah, il y en a qu'une seule. C'est qui ton numéro 1 ? Bah, c'est Shiv. En fait, surtout par rapport à la semaine dernière où elle était au plus bas du bas, c'est-à-dire que c'était notre dernière à toutes les deux. Là, elle est vraiment en position de pouvoir. Et je pense que c'est parce que c'est un épisode qui joue vraiment sur ses forces. Et les forces de Shiv, c'est 2 choses. C'est flirter. C'est une très bonne flirteuse. On l'a déjà vu dès la première saison. Dès qu'elle est dans un rapport de séduction avec un homme, elle est vraiment très très bonne là-dedans. Elle sait y faire. Et du coup, avec Matsson, elle rentre dans ce rapport et ça fonctionne très bien. Et avec Tom, elle est de nouveau dans un rapport de pouvoir aussi et ça fonctionne très bien. Parce que on sent aussi qu'elle se sent dans une dynamique de pouvoir elle-même, donc forcément ça engrange aussi son comportement après avec Tom et tout. Et la deuxième chose, c'est que professionnellement, le seul domaine dans lequel elle a des compétences quand même, c'est la communication et la gestion de crise. C'était son métier à la base, et c'est sur ça qu'on l'interroge dans cet épisode, c'est-à-dire que Matsson fait appel à son talent là-dessus, à ce moment-là, et c'est vrai qu'alors qu'on la voit depuis plusieurs saisons être assez incompétente parce qu'elle a aucune expérience au niveau business, et quand elle a essayé de marcher un peu dans les pas de son père, on voyait qu'elle était pas du tout à la hauteur. Là, c'est quand même un très bon rappel du fait que elle s'y connaît quand même dans un domaine, qu'elle a des capacités
et qu'elle sait les mettre en œuvre. Et la scène vraiment avec Matsson sur le sang, c'est vraiment un moment où on est là, waouh. En fait, Shiv, faut pas non plus la négliger et penser que justement elle est pas sérieuse. Je pense qu'elle peut être très sérieuse sur plein de choses et que justement en comparaison avec ses frères pendant cet épisode, c'est assez évident qu'elle est beaucoup plus à prendre au sérieux que ces deux clowns de frères. Oui, bah moi, c'est aussi ma numéro 1 pour cette raison. À la fin, on comprend qu'effectivement, il y a eu un coup de maître qui s'est joué à notre insu, puisque pour moi, c'est évident qu'elle a négocié en fait la kill list avec Matsson et qu'elle a très clairement influencé qui il envisage de garder ou pas une fois qu'il va racheter l'entreprise. Et c'est pas du tout innocent qu'il y ait que Tom, Carolina et Jerry qui survivent après le rachat. Donc pour moi, elle a parfaitement joué son coup, c'est-à-dire qu'elle s'est assurée d'avoir une entrée avec Matsson et de rester un petit peu dans ses confidences. Et en plus, elle a ramené avec elle les gens à qui elle fait confiance et les gens qui travaillent bien. Et en plus, des femmes. Donc franchement, pour une fois qu'on peut dire que Shiv a été un petit peu féministe, on peut s'en réjouir. Non, mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment assez magistral. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que la raison pour ça, c'est sans doute que c'est la seule de la fratrie qui est libérée de l'ombre de son père dans cet épisode. C'est marrant parce qu'il y a l'influence de Logan qui traîne vraiment partout dans l'épisode. Au tout début, on arrive avec cette scène qui rappelle la saison 1 avec Kendall qui écoute du rap dans la voiture. Il arrive au siège de l'entreprise et il y a une énorme photo de son père avec écrit In Memoriam dans le hall d'entrée. Ensuite, il arrive, il voit les photos sur le bureau de son père. Et tout au long de l'épisode, son père est mentionné par lui et par Roman en permanence. Et par Connor, ils ne font que parler de ça, de ce qu'il aurait fait, de ce qu'il aurait voulu, du fait que même ce deal, c'est quelque chose qui avait été initié par Logan et que donc ils sont en train de perpétuer un petit peu ce que leur père voulait. Et on sent que Shiv, à côté de ça, elle a fait son deuil de manière saine, contrairement aux deux autres qui, à mon avis, se raccrochent à plein de choses qu'ils n'ont pas réparées avec leur père. Et que donc, on sent pas du tout ce poids peser sur elle. À un moment, elle dit, bah évidemment, en fait, j'ai une migraine depuis 24 heures, je suis complètement dévastée par la mort de mon père. Mais on a l'impression que c'est la seule qui le gère de manière saine et normale et humaine et que ça impacte pas forcément sa prise de décision d'un point de vue business, contrairement aux deux autres qui sont complètement bouffés par l'ombre de Logan dans toutes les décisions qu'ils prennent. Oui, après, je pense aussi que c'est parce que les deux autres sont obligés de se mettre à la place de Logan dans leurs négociations, alors qu'elle, elle est libérée de ça. C'est-à-dire que je pense que je suis pas sûre qu'elle ait une approche, enfin, on est quand même à 48 heures de la mort de leur père, donc à mon avis, le deuil, il est pas encore fait complètement, quoi. Non, bien sûr. Mais je pense que clairement, elle, comme elle a un détachement qui lui a été un peu imposé par rapport à ses affaires, et d'ailleurs, je pense que si elle était dans l'équipe de négociation avec ses frères, elle aurait pas du tout la même attitude et la même maîtrise qu'elle a maintenant. C'est parce qu'elle retrouve son rôle d'un peu d'outsider et qu'elle peut jouer sur ses points forts, quoi. Il y a ça qui a vachement joué, quoi. Moi, je pense qu'elle cherche un baby daddy. Hein. C'est pour ça qu'elle drague de tous les côtés. Elle veut pas se retrouver mère célibataire, alors elle se dit ça sera soit Matsson, soit Tom, mais il faut que ce soit un des deux, quoi. Putain, il vaut mieux que ce soit Tom, je pense. Hein. Oui, c'est clair. Non, c'est pour ça que moi, je veux qu'ils soient ensemble, parce que je les vois bien ensemble, et on en avait parlé, Tom serait un très bon père. Non, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'ils soient séparés, qu'ils partagent la garde, et elle va avoir des nounous, de toute façon, qui vont être très chers et qui vont pouvoir s'occuper de l'enfant quand elle veut, donc elle a pas besoin de se cogner Tom au quotidien. Hein. C'est vrai, mais j'aime trop Tom, en fait. Moi, j'ai une théorie, et je pense qu'elle est très sérieuse, et qu'il faut la prendre au sérieux. Je pense que c'est toujours la personne qui porte les plus grosses lunettes de soleil dans l'épisode qui domine l'épisode. Parce que la semaine dernière, c'était Kendall. Et là, quand tu vois les lunettes de soleil que porte Shiv au début de l'épisode, tu te dis, c'est pas les lunettes de soleil de quelqu'un qui s'apprête à perdre ou qui est un petit peu en retrait. C'est les lunettes de soleil de quelqu'un qui maîtrise. J'aime ta théorie. And Sandy's the angriest fucking vegetable. C'est quoi ta réplique préférée de l'épisode ? Il y en a une que j'adore, c'est quand Hugo dit à son correspondant, donc suédois, au sujet de sa non-médaille de bronze, sa 4e place aux Jeux d'hiver de Sochi. That's almost huge, man. C'est presque énorme, mec. C'est tellement insultant et horrible. Et après, il s'étonne, il dit, il est vraiment pas sympa. Hein. C'est quoi la tienne ? Moi, je pense que c'est quand Greg dit que la baguette est peut-être plus puissante que le bagel, en parlant de la France, de la situation économique de la France par rapport aux États-Unis. C'est quoi ta meilleure insulte ? Bah, il y en a pas mal, hein. Et t'as déjà parlé des lobes d'oreilles. Pour moi, c'était aussi une très très bonne insulte. Mais du coup, pour pas la refaire, bah, il y a quand même Jerry qui dit « Certes, ils sont jeunes et ils sont en forme, mais ils sont européens. » Et ça, je trouve que c'est une excellente insulte. Ah ouais, mais elle le dit avec tellement de mépris. C'est incroyable. Ça dégouline de mépris. Mais c'était pas la mienne. Je l'avais noté aussi. Mais la mienne, c'est Matsson qui dit à Kendall et Roman
I don't care what you think, you're a tribute band, qui est vraiment hyper insultant. Donc je m'en fous de ce que vous pensez, vous êtes un groupe hommage. Un groupe de reprises. C'est vraiment extrêmement insultant et précis et une réplique de tueur. Ouais, non, franchement, il est très très bon, mais ouais, pour moi, le truc de genre, elle dit, c'est des Européens, ils sont bercés par la sécurité sociale et infectés par leur passion pour les vacances. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça très très bon. Et c'est vrai, Oui. c'est tout à fait vrai. Donc peut-être que la France ne va pas survivre en fait. On n'a pas dit quand même que les meilleures insultes de cet épisode sont en suédois. Ah oui, mais d'ailleurs, j'aimerais bien voir la traduction. Bah ouais, c'est ça. Il y a toute une séquence où il y a Madsson et ses collègues qui commencent à se moquer des Roy et de leur entreprise en faisant des blagues sur l'inceste, parce que c'est le seul mot que j'ai compris dans la flopée d'insultes suédoises, c'était inceste, en disant mais vous êtes tous de la même famille en fait, et c'est vraiment très très drôle. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Si vous parlez suédois, écrivez-nous, mais ça m'a beaucoup fait rire. Surtout, je suis curieuse de savoir, parce qu'alors nous, quand on a les screeners, ils sont sans sous-titres, donc c'est aussi pour ça que parfois on est en train de traduire un peu en direct, quoi. Je pense pas qu'ils mettront des sous-titres à ce moment-là dans la version diffusée, mais si ça se trouve, ça va être le cas, je serais curieuse de les voir. Yeah, you need any help, seriously, any help, any advice, just, don't fucking bother, okay? On n'a pas mentionné la meilleure scène de l'épisode, qui est au moment où ils montent dans l'avion et où il y a Carl et Frank qui sont en train d'enfiler frénétiquement leur bas de compression, parce qu'ils ont l'air sans doute très paniqués qu'il leur arrive la même chose qu'à Logan quand lui aussi a décidé d'aller voir Madsson en avion. Ouais, ça m'a fait beaucoup rire, d'ailleurs, c'était mon number one boy, c'est les bas de compression cette semaine. Juste, mon premier visionnage, je me suis cachée pendant la scène où Tom s'assied à la table de Madsson, tellement j'étais gênée pour lui. C'était insoutenable. Putain, pour moi, le plus gênant, c'était vraiment la première scène de négociation entre Kendall, Roman et Madsson, où Madsson les coupe et leur fait « ah gna 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 gna, ah gna 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 ». C'était tellement gênant, quoi. Et Roman, on sent qu'il est juste, mais il n'a jamais fait de négociation de sa vie, en fait. Enfin, ça m'a vraiment mortifiée. Je sais pas si t'as des prédictions, toi, pour la suite, mais moi, je commence de plus en plus à penser qu'en fait, la chute de cette série, c'est qu'ils vont détruire complètement tout l'héritage de leur père. J'avoue que j'ai pas trop de prédictions, mais je trouve ça très intéressant qu'ils prennent vraiment leur temps. C'est-à-dire que là, on attend en fait les funérailles depuis 2 épisodes et on n'y est toujours pas. Et on est sur une unité de temps très restreinte. Tout ça se déroule sur quelques jours, donc je trouve que c'est très très intéressant de voir en fait l'impact immédiat de la mort de Logan, plutôt que de faire ce que beaucoup de séries font, c'est-à-dire reprendre 6 mois après ou 1 an après, quoi. Donc ça, je trouve que c'est très très malin et c'est très excitant pour la suite. Mais j'avoue que j'ai pas trop de prédictions, à part que, à mon avis, le truc du sang, ça peut exploser à la tronche de Madsson. Ouais, mais il reste que 5 épisodes, quoi. Ouais, mais t'as vu tout ce qui s'est passé déjà en 5 ? Ouais, je sais, mais bon, on verra. En fait, j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer une fois que plus aucun Roy n'est vraiment en contrôle de l'entreprise. Comment ça va se passer justement, puisque là, la guerre va se situer à un autre niveau. C'est avec la kill list et c'est avec qui va devenir redondant ou pas, qui va être viré ou pas. Donc j'ai très hâte de voir ça, en fait. Et le choc culturel entre les Suédois. Ils n'ont pas encore abandonné leur idée de le pousser à l'abandon, du deal. Non, c'est ça, mais ça va quand même être beaucoup plus compliqué maintenant. C'était PIC TV, spécial Boomers versus Zoomers. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous les Pickies de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'épisode 6. N'hésitez pas à suivre cette dernière saison de Succession avec nous en nous envoyant toutes vos observations, vos questions et vos propres classements sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre autre podcast, Amis, diffusé tous les vendredis, dans lequel on se fait redécouvrir des œuvres cultes du cinéma romantique et du cinéma d'horreur. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.